à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Des jeunes issus entre autres de pays en guerre se sont retrouvés au Théâtre des Variétés, une manifestation à l'initiative de l'association Rondinet Citadelle de la Paix. L'histoire de Saré Baffé, ce court-métrage vient d'être projeté au lycée technique et hôtelier. La 6e édition du Monaco Age Oncologie vient de se dérouler avec pour thème la biologie du cancer et le vieillissement. Inauguration à l'hôpital Lanval d'un gastroscope, un appareil réservé aux nourrissons et aux jeunes enfants, et financé par l'association monégasque Children and Future. Expositive, des artistes affiliés de l'association Fight Monaco présentent tout au long du mois de mars leur travail à la Camille Art Gallery. Le musée océanographique de Monaco accueille une exposition de l'artiste monégasque Michel Aubéry, exposition consacrée au monde marin. Et enfin, notre invité du week-end, le ministre de l'Intérieur. Nous parlerons de sécurité en principauté. Ouvrons cette édition avec cet événement basé sur la solidarité et l'humanité. Plusieurs jeunes issus de pays qui bien souvent sont en guerre se sont retrouvés au Théâtre des Variétés. Une manifestation à l'initiative de l'association Rondinet Citadelle de la Paix. Sandrine Nègre vous livre plus de détails. Vous aviez peut-être eu l'occasion en 2012 de suivre la première version de ce spectacle porté par la chanteuse israélienne Noah. Pour cette édition 2017, des petits changements sont apparus, mais le principe de ce rendez-vous n'a pas changé. Les protagonistes sont de jeunes étudiants venus du monde entier, de pays en guerre ou qui l'ont été. Loin des conflits, ils transmettent à travers leurs douloureuses expériences de jolis messages de paix et d'espoir. Trois paroles me tiennent à cœur pour décrire mon expérience grâce à Rondinet. La diversité, une grande valeur à mes yeux car nous sommes tous d'horizons différents. Mais grâce à l'entraide, nous avons pu surmonter nos difficultés. La deuxième, c'est le changement car j'ai le sentiment d'avoir beaucoup appris. Que celui que j'étais en arrivant il y a plus d'un an n'est plus le même aujourd'hui. La troisième, c'est la liberté, car nous développons beaucoup de responsabilités. Il y a un encadrement à Rondinet, mais qui nous permet de développer le sens des responsabilités. Tout ceci, tous ces éléments, la maturité, les messages de paix, le travail, vont dans le futur me permettre d'aider la société civile chez moi. Et cette rencontre a été organisée par l'association Rondinet qui compte plusieurs membres sur le sol monégasque. Depuis qu'elle a vu le jour il y a 20 ans, l'association n'a de cesse de favoriser le dialogue universel, y compris au sein de son établissement en Italie. Rondinet, c'est le nom d'un vieux village en Toscane, au Moyen-Âge. C'est un petit village. Et nous avons pris le nom de ce village. Rondinet Cittadella della Pace, une expérience de jeunes qui vient de 25 pays dans le monde, sont les pays qui ont le conflit, la guerre. Et ces jeunes choisissent l'expérience de Rondinet pour un dialogue extraordinaire et choisissent l'autre qui est l'ennemi. Et pendant 2 années, une expérience forte, très forte, et ces jeunes deviennent amis. J'ai été nommé maintenant ambassadeur de Rondinet et je suis en train vraiment de transmettre le message que j'ai pu apprendre de Rondinet. Vraiment un message de paix, mais surtout de pouvoir amener beaucoup de personnes à connaître Rondinet. C'est un bourg vraiment fantastique, qui a vraiment quelque chose de spécial. Et si l'association organise ces spectacles, elle met aussi en place bien d'autres rendez-vous, à l'image de conférences et de débats où l'engagement pour la paix est toujours à l'honneur. Parlons à présent de ce concours mis en place par l'Association des femmes leaders mondiales Monaco. Il s'agit d'un concours d'écriture numérique auquel participent des pays francophones. Le gagnant de la première édition vient de voir son conte adapté en court-métrage, l'histoire de Saré Baffé. Il vient d'être projeté au lycée technique et hôtelier de Monaco. Le reportage d'Émilie Rousseau.
Intégrer la jeunesse dans le débat de l'égalité homme-femme, et ce dans tous les domaines. Voilà l'objectif du concours d'écriture au cœur des mots, créé en 2012 par la présidente d'honneur de l'Association des femmes leaders mondiales Monaco, Hilde Haneuse. Cette aventure a déjà rassemblé une vingtaine de pays, dont leurs comptes ont été publiés dans un livre. Le gagnant, une école de la banlieue de Dakar au Sénégal, a vu son histoire adaptée dans un court-métrage. L'histoire de Saré Bafé vient d'ailleurs d'être projetée en principauté. Aujourd'hui, donc, cette inégalité face à l'éducation est importante. Et c'est vrai que le fait de faire réfléchir les enfants tous ensemble sur ce sujet, ça vraiment nous a permis d'avoir une super synergie. Et voilà, c'est une très belle histoire et c'est très joliment filmé. On a eu l'aide c'est la société Le Code qui a fait la production et c'est une jeune femme, Pauline Guasmat, qui a été la réalisatrice. Et pour vous dire également, le court-métrage fait le tour des festivals de court-métrage. Il a été même sélectionné au festival de court-métrage à l'île de la Réunion. Avec le soutien inconditionnel de l'Organisation internationale de la francophonie, Hilde Haneuse lance aujourd'hui la 2e édition de ce concours à destination désormais des lycéens francophones âgés entre 14 et 17 ans. Le thème est cette fois-ci d'identifier une femme exceptionnelle et de raconter son histoire. 30 écoles ont déjà rendu leur copie, des écoles du continent africain, d'Europe ou encore d'Amérique. Rina Spence, le consul de Monaco à Boston, a d'ailleurs prêté main forte aux organisateurs. Je pense qu'ils sont très heureux pendant ce temps-là de se trouver dans un système où ils apprennent le français. Alors ils utilisent la langue qui s'apprend pour faire quelque chose de bien pour les femmes. Et donc c'est un moment mondial où on veut faire un congratulations, félicitations aux femmes. Et pour les jeunes pour participer comme ça, je trouve que c'est vraiment un excellent moment pour eux. Et comme lors de la première édition, une classe de la principauté participera au concours au cœur des mots. Nous voulons promouvoir une jeune femme qui s'investit beaucoup dans toutes les causes solidaires et qui vraiment donne beaucoup de son temps, aussi bien dans la cause du sida, le tabac, les addictions, qui vient en aide aux élèves en difficulté ou des personnes âgées. C'est vraiment quelqu'un qui donne beaucoup de son temps et qui n'est jamais mis dans la lumière. Et cette jeune femme, c'est Isabelle Roux. Nous avons la chance de la voir à Monaco. Elle est au lycée technique et c'est elle qui s'occupe du foyer socio-éducatif de l'éducation nationale au lycée technique. Et les élèves sont ravis, sous la houlette de M. Baillet, de faire finalement, de mettre à l'honneur toutes les qualités de cette jeune femme. Plus qu'une aventure d'écriture, Au cœur des mots est également une plateforme d'échange interculturel où les élèves participants partagent leur expérience mais aussi leur quotidien. Le nom du gagnant de la 2e édition sera dévoilé le 20 octobre prochain à Monaco. A noter que l'écrivaine journaliste tunisienne Faza Zouari succède cette année à la réalisatrice Marjane Satrapi en tant que présidente du jury. La 6e édition du Monaco Age Oncology vient de se dérouler, un rendez-vous qui réunissait de nombreux professionnels du monde médical pour parler notamment biologie du cancer et vieillissement. Le reportage de Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Le traitement du cancer chez une personne âgée diffère de celui administré chez un patient plus jeune. D'où l'intérêt tous les 2 ans de ce rendez-vous médical ici au cœur du Sea Club du Méridien Beach Plaza. L'oncogériatrice se développe sans cesse et la prise en charge est nécessairement pluridisciplinaire. Des sujets pointus ont été développés à l'image de celui-ci. Il était question spécifiquement dans cette session, à mon avis, d'une idée très intéressante, c'est revisiter les standards des traitements médicaux et en particulier des chimiothérapies, parce qu'il y a encore aujourd'hui des médicaments de chimiothérapie anciens qui sont utilisés et même beaucoup utilisés et pour lesquels nous avons très peu de données finalement pour les personnes âgées. Et donc la question était vraiment de revisiter beaucoup de ces molécules
en y ajoutant des molécules plus récentes, avec des questions très simples. Est-ce que ces médicaments sont absorbés différemment? Est-ce qu'ils sont transformés différemment chez les personnes âgées? Est-ce qu'ils sont éventuellement plus toxiques? Est-ce qu'il faut modifier la manière de les administrer? Est-ce qu'il faut se méfier ou pas de telle ou telle forme, orale ou intraveineuse, spécifiquement chez ces personnes? Et donc la méthodologie est très intéressante, c'est une méthodologie de revue de la littérature. Qu'est-ce qu'on a comme données finalement? Et puis à partir de ces méthodologies, faire des recommandations pour nos collègues qui seront publiées dans une revue médicale qui est la revue Oncologie, très prochainement. Et parmi les thématiques abordées par les professionnels ici, biologie du cancer et vieillissement, cancer d'organes, innovation en immunothérapie. Nouveauté proposée, les cours de formation DES des internes d'oncologie médicale. Le congrès poursuit et étoffe ses missions. Le rendez-vous du Monaco Oncologie, qui est le 6e maintenant du nom, donc 12 ans, c'est de confronter nos connaissances à la fois oncologiques et gériatres. Ça a été impulsé essentiellement par Michel Herry, bien sûr, historiquement, mais aussi par les gériatres, c'est-à-dire essayer d'uniformiser nos pratiques et de donner une dynamique sur comment on gère tous à peu près de la même manière, ou se donner les outils d'améliorer la prise en charge de nos patients âgés, qui est une problématique énorme en cancérologie. Cancer et personnes âgées, c'est presque un pléonasme aujourd'hui. Le facteur de risque, on le disait déjà, du cancer étant l'âge en numéro 1, il est clair que cette rencontre s'imposait et qu'on n'y ait pas pensé plus tôt, en tout cas qu'aujourd'hui ça se pérennise en termes de congrès, ça paraît tout à fait logique et légitime. Le MAO, c'est de toute façon maintenant un temps essentiel. Moi qui suis oncogériatre, je suis professeur de gériatrie juste à côté, au CHU de Nice, et très intéressé par ces questions-là depuis le début de la montée de cette thématique de l'oncogériatrie. Alors très important parce que c'est un temps essentiel dans la vie scientifique de l'oncogériatrie. Donc ce temps monégasque, c'est un temps majeur. Et évidemment aussi en mémoire à son pionnier, à celui qui l'avait mis sur les rails, qui est mon ami Michel Herry, qui nous a quittés, mais donc on continue dans sa vision et dans son anticipation ce beau moment. Et temps fort justement de cette 6e édition du congrès, la remise du prix Michel Herry, soutenu et financé par le gouvernement princier. Il est remis cette année à Olivia Le Sceau pour son étude sur les personnes âgées. Inauguration à l'hôpital Lanval de Nice d'un gastroscope, un appareil financé intégralement par l'association monégasque Children and Future. Réservé aux nourrissons et aux jeunes enfants, cet appareil sert à explorer l'intérieur de l'œsophage et de l'estomac en passant par les voies naturelles. Plus de détails avec Dominique Poulain. Cet appareil est un gastroscope. C'est l'une des dernières acquisitions de l'hôpital Lanval de Nice. Il s'agit d'un don de l'association monégasque Children and Future. Il sert à explorer l'intérieur de l'œsophage et de l'estomac en passant par les voies naturelles. Il est utilisé chez les enfants de moins de 7 kg. Pour permettre des diagnostics assez rapides dans un contexte d'hémorragie digestive haute de l'enfant et du petit nourrisson. Pour permettre, en dehors de ces cas-là, des diagnostics moins urgents quand les enfants ont des difficultés à prendre du poids, des difficultés alimentaires, ou dans le cadre d'anomalies anatomiques à la naissance qui nécessitent une reconstruction chirurgicale en collaboration avec les chirurgiens, qui permettent de faire des dilatations quand il y a des zones rétrécies, sténosées, enfin voilà, multiples fonctions. C'est un appareil avec lequel on peut faire des prélèvements pour faire des analyses du tissu. On peut faire des actes interventionnels pour enlever des petits polypes, faire des dilatations. Voilà. Coût de cet appareil, un peu plus de 31 000 €, entièrement financé par Children and Future, qui agit pour la défense et le respect des droits des enfants dans le monde, en soutenant une vingtaine de projets par an. Les fonds récoltés proviennent principalement des événements que l'association organise. Nous avons rencontré la personne de la Fondation Lanval qui s'occupe de la communication à la No Finish Line en novembre dernier. Elle est venue nous voir en nous demandant s'il serait possible de financer un appareil. Donc c'est vrai qu'on nous a proposé différents types d'appareils. On s'est aiguillé sur le gastroscope parce qu'effectivement ils avaient une forte demande pour les nourrissons avec ce type d'intervention. Donc tout de suite, nous avons répondu à l'appel et nous sommes contents de pouvoir financer un projet régional parce que c'est vrai qu'on est souvent à l'étranger, à l'international et c'est pas si facile que ça de trouver des projets locaux ou dans la région. Nous, ce que nous aimons bien, c'est vraiment financer un projet entier, pas donner des
voyez, un petit morceau pour quelque chose, notre but c'est de financer quelque chose en entier, du début à la fin. Donc c'est pour ça qu'on est content d'avoir financé cet appareil. Ils sont 5 gastropédiatres à l'hôpital Lanval à utiliser toutes les semaines cet appareil. Et chaque année, ce sont 250 examens qui sont réalisés. Nous les avions suivis dans leurs préparatifs. Les artistes affiliés de l'association Fight-Heads Monaco présentent tout au long du mois de mars leur travail commun mais aussi individuel à la Camille Art Gallery. L'exposition a été baptisée Expositive. C'est un reportage de Patricia Navarro, Serge Prémont, Horatio Gagino et Eric Pocoy. Des œuvres colorées, des photos, des collages, des peintures, des sculptures, tels autant d'hymnes à la vie et d'illustrations d'un combat mené au quotidien et pour lequel l'art est source d'évasion, d'apaisement et d'accomplissement. Les artistes de l'association Fight-Heads Monaco exposent pour la première fois leurs créations personnelles et des œuvres collectives au sein d'une prestigieuse galerie monégasque. L'idée d'être draconien comme un professionnel, je dis bon voilà, on va jouer le jeu, on va mettre tout le monde au piquet. Alors donc j'ai fait le choix sans savoir qui est qui a fait quoi. Donc j'ai regardé les œuvres, j'ai dit mais c'est pas possible. Donc c'est une catégorie tout à fait professionnelle pour moi. Alors donc c'est là que c'est parti dans ce sens-là. Et pour moi, je pense que c'est bien réussi dans le sens que on peut le comparer avec des grands professionnels même. Ils sont 6 à s'être lancés dans cette belle aventure. Agnès H, Bipalpé, Katam, Colline, Crisé et Vénus sont des artistes autodidactes. Tous vivent avec le VIH. Ils créent des œuvres chez eux, mais n'avaient jamais osé ou même imaginé être exposés dans un si beau lieu. C'est l'association Fight-Heads Monaco qui leur apporte régulièrement écoute et soutien, qui a tenu à monter ce projet destiné à mettre à l'honneur leurs œuvres. Un plaisir immense à pouvoir partager nos savoirs, nos idées, et puis surtout un plaisir. Voilà. Un plaisir. Pour moi, ça a été un moment pour aller plus vers la vie, vers ce que j'aime. Et je me suis dit que justement de faire ce genre de choses, ça pouvait que m'aider par rapport à moi, ma guérison cérébrale, je vais dire. C'est vraiment une association où on remercie vraiment la princesse pour avoir créé tout ça. C'est vraiment bien ce qu'ils font. On a le sentiment que vous êtes tous en famille aujourd'hui. Oui, c'est vraiment ce sentiment-là. Et on est très fiers. Je ne sais pas si on doit le dire, mais on est fiers. Cette armée de sculptures est l'une des œuvres collectives créées tout spécialement pour Expositive. Intitulée The Nice People, elle a pris corps sous l'impulsion de l'artiste Eric Massolder, qui a adhéré au projet dès qu'il lui a été présenté. L'exposition se tient jusqu'au 31 mars à la Camille Art Gallery. Pour la seconde fois, le musée océanographique de Monaco accueille une exposition de l'artiste monégasque Michel Aubéry, une exposition consacrée une fois encore au monde marin. Un reportage de Christine Datomel et Thomas Deus. Après les méduses et les requins, cette fois l'artiste a choisi de mettre la tortue marine au cœur de ses créations. Durant plus d'1 an, Michel Aubéry s'est inspiré de cet animal emblématique mais menacé pour donner vie à une 40aine d'œuvres. J'évite de faire 2 tableaux pareils. Sinon, si je fais 38 tableaux, que c'est toujours 38 tortues pareilles, bon, c'est pas. Là, elles sont toutes différentes. Vous pouvez voir, aussi bien pour l'expression, les couleurs, c'est toujours différent. C'est vrai que ça demande pas mal d'imagination. Et j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Depuis 1 an et demi, j'ai quand même accentué un petit peu la technique du pochoir avec des bombes acryliques et puis des rouleaux, je trafique. Voilà. Je trafique, c'est un petit peu une technique à moi. Une idée d'une prochaine exposition ? Alors, prochaine expédition. Ça peut être une expédition parce que c'est en Chine. C'est en Chine au mois d'avril. D'ailleurs, j'ai ici les gens de la société Amalart qui m'ont remarqué à Milan au pavillon monégasque et qui m'ont pris un petit peu sous leur aile. Donc là, j'ai une expo à Wuhan, une petite ville de 10 millions d'habitants. Donc c'est au mois d'avril. Mes tableaux sont déjà partis en Chine. Après, j'ai une autre exposition à Porto Cervo en Sardaigne, juillet-août. Après, j'en ai une autre aussi à Shanghai, encore en novembre 2017, et aussi à Bologne en 2017. Donc oui, j'ai du pain sur la planche.
à travers un art expressionniste et fantastique, principalement travaillé au pochoir et à la peinture acrylique. Au travers de ses toiles, l'artiste est porteur d'un message. Protéger la mer, la nature et les tortues marines, car à l'heure actuelle, l'espèce est en voie de disparition, de nombreuses menaces pesant sur sa survie. Vous avez jusqu'au 29 mars pour venir découvrir l'exposition de Michel Aubéry au musée océanographique. Football et la 29e journée de Ligue 1. Monaco leader reçoit Bordeaux, 5e au classement, ce samedi à 16h45 au Louis II. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Voici la traditionnelle conférence de presse d'avant-match avec des images de l'AS Monaco TV. Ci concentriamo per il momento soprattutto per la partita di sabato, che è quella più importante, e poi dopo ci occupiamo di préparer la partita di Champions. L'entraîneur de Monaco n'est pas pour choisir la chose, nous va jouer toutes les compétitions à fond. Comunque sarà una partita difficile come tutte le altre, non ci sono le partite facili, tutto, come ho detto prima, tutto dipende da noi, come prepariamo questa partita, soprattutto a livello mentale. Bordeaux toujours un adversaire difficile. Maintenant, je crois que c'est la meilleure période de saison pour Bordeaux. Cette année, après janvier, ils arrivent en bon niveau. Il est temps de recevoir notre invité du week-end et aujourd'hui il s'agit du ministre de l'Intérieur, Patrice Salario. Bonjour. Bonjour. On va parler, si vous le voulez bien, de sécurité avec vous. Oui, volontiers. Alors justement, la principauté a une réputation depuis toujours. Moi j'ai toujours entendu dire que Monaco avait un haut niveau en termes de sécurité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est erroné? Quel est votre constat en termes de sécurité ici? Alors je crois, j'affirme volontiers que c'est vrai, que la principauté a non seulement une réputation de haut niveau de sécurité, mais qu'elle permet aux gens qui y vivent, aux gens qui la visitent, de pouvoir se déplacer et vivre de la manière la plus tranquille qui soit, parce qu'il y a un réel haut niveau de sécurité qui est assuré en principauté. Comment vous expliquez ça? Quelles sont les clés du succès, entre guillemets? Qu'est-ce qui fait justement qu'ici, on se sent en sécurité? Alors je crois que le premier élément, qui est un petit peu la clé de voûte de tout le reste, c'est une volonté politique très forte en la matière. Les princes ont toujours souhaité que la sécurité soit assurée sur le territoire. De ce fait, le gouvernement princier met les moyens, apporte au service des moyens humains, des moyens matériels, une organisation pour assurer ce haut niveau de sécurité. Et d'ailleurs, les chiffres que l'on enregistre le démontrent. Depuis plusieurs années, on voit le nombre de faits qui diminue. C'était une de mes questions justement, puisque vous présentez chaque année lors des vœux à la presse un bilan justement des méfaits commis en principauté. Est-ce que ça change? Est-ce que les méfaits ont changé? Sont les mêmes, pas les mêmes? Ça diminue justement? Quel est le constat? Alors, on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Oui. Globalement, depuis presque 8 ans, les faits constatés, que ce soit les faits de délinquance sur la voie publique ou les faits de délinquance générale, diminuent, et diminuent dans des proportions très conséquentes, puisque c'est par plusieurs dizaines de pourcents qu'ils ont diminué au cours de cette période. La criminalité, parce que la délinquance évolue et on n'a pas tout à fait la même situation aujourd'hui qu'il y avait 10 ans en arrière ou 20 ans auparavant. Effectivement, la délinquance évolue, l'aspect transfrontalier international influe énormément, l'ouverture des frontières d'une manière générale, la libre circulation amène des éléments un petit peu différents de ce que le monde dans lequel nous vivions il y a 30 ans en arrière. Justement, qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça? Vous avez parlé des moyens mis en place. Ce sont les humains qui priment, ce sont je sais pas, les caméras, c'est le matériel. Qu'est-ce qui prime justement pour cette sécurité? C'est un ensemble de choses, bien évidemment, mais l'humain est au cœur du dispositif. J'évoquais tout à l'heure la volonté politique, c'est le facteur clé, bien sûr. Cette volonté politique, elle se traduit dans les moyens humains et matériels qui sont mis en place. Elle se traduit également par la réponse judiciaire
qui est apporté aux affaires que malheureusement, parce que la délinquance zéro n'existe pas, hein, que nous avons à élucider, que nous avons à traiter. Mais le facteur humain est le facteur essentiel. C'est un facteur qui intervient dans l'organisation des choses, dans la manière d'aborder les questions de sécurité, dans la vigilance que chacun apporte à ces problématiques, que ce soit des chefs de service jusqu'aux plus, je dirais, simples collaborateurs de ces services. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est dans l'ensemble et dans la coordination, dans la coopération de l'ensemble que la sécurité peut être assurée. Alors Monaco organise des manifestations internationales et souvent au cœur de l'actualité, que ce soit sportive, que ce soit culturelle. Et ça de façon récurrente. Quelles sont les grandes manifestations qui vous font peut-être moins bien dormir la veille de la manifestation? Quelles sont les manifestations à risque, entre guillemets? Et j'imagine que les risques sont différents en plus en fonction des manifestations. Oui, alors on a, et c'est aussi le travail, et là le facteur humain revient, le travail de préparation, le travail de prévention est un travail fondamental pour justement bien dormir même la veille des grands événements que nous organisons en principauté. L'action de prévention est vraiment le cœur de la réussite de notre dispositif de sécurité. Quand on a des manifestations importantes qui sont organisées, on a des facteurs de risque qui sont liés à la présence d'un public important, c'est le premier élément, et aussi à la nature de ce public, à la nature de l'événement lui-même. Quand on organise des matchs de football, par exemple, notamment des matchs avec un enjeu sportif important, on a malheureusement autour du monde du football des phénomènes de délinquance, de hooliganisme qui se greffent et qui génèrent des problèmes ou des problématiques spécifiques que nous ne rencontrons pas, par exemple, lorsqu'on organise le Grand Prix automobile, où on a une population beaucoup plus importante qui se trouve sur le territoire. On a des risques spécifiques liés à la nature même de la course automobile, à la présence d'un public important qui vient pour faire la fête, avec certains parfois débordements liés à la fête. Donc ce sont ces types de risques que nous devons, je dirais, prendre en compte. Et c'est là où le travail de préparation, le travail de prévention dans l'organisation des schémas qui sont mis en place, tant pour assurer le bon déroulement de la manifestation que pour pouvoir intervenir en cas de problème, donc en définissant quel type de problème peut se produire, que l'on arrive à assurer ce haut niveau de sécurité et, pour reprendre votre question, à dormir à peu près correctement les jours qui précèdent la manifestation. Justement, qu'est-ce qui est le plus complexe à gérer? C'est les problèmes de hooliganisme, c'est la masse, la foule, c'est quand vous parlez du Grand Prix, ce sont les véhicules. Qu'est-ce qui est le plus complexe? Tout est compliqué parce que notre territoire est particulièrement exigu et qu'on n'a pas forcément la place pour pouvoir serrer les problèmes. Donc on ne peut pas séparer totalement les choses les unes des autres. Tout est en proximité et donc ça crée une acuité et une problématique qui ne peut pas être, je dirais, traitée indépendamment les unes des autres. Pour pouvoir répondre à ces problématiques, je reviens sur le travail de préparation, de prévention en amont, qui est peut-être la partie qui se voit le moins dans le travail des services, mais qui est la plus fondamentale et qui permet en fait d'assurer cette sécurité parce qu'on anticipe, parce qu'on prévient les choses. Alors ce travail de prévention, on le fait à longueur d'année. On le fait en élaborant des plans de secours, des plans d'intervention. On le fait en faisant des exercices, en menant des simulations d'événements pour pouvoir préparer des scénarios, préparer des réponses à ces scénarios, préparer la coordination entre les services, de manière à ce qu'on puisse ne pas être pris au dépourvu par rapport à un événement et tester également des réponses pour que celles-ci soient les plus pertinentes, les plus adaptées possibles au phénomène que l'on veut juguler. Alors on fait des exercices de manière très régulière.
la plupart du temps presque de manière, je dirais, invisible, parce que ce sont soit des exercices que l'on qualifie d'état-major, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de mobilisation sur le terrain, ce sont uniquement les équipes d'encadrement qui réfléchissent à des réponses. On fait des exercices dans lesquels on met en œuvre des moyens sur le terrain, plutôt spécifiques. On en a fait par exemple vis-à-vis du hooliganisme avec l'activation d'un plan rouge, qui est un plan d'intervention en cas de nombreuses victimes dans le stade, par exemple. On a fait une démarche similaire pour le Grand Prix, avec également en simulant un accident dans les tribunes, avec un effondrement plus ou moins partiel de la tribune, voir comment les services intervenaient. On en a fait également dans le cadre d'un risque technologique, enfin ou plutôt naturel, mais qui peut être similaire à des risques technologiques, risque sismique ou risque d'effondrement d'immeubles, d'explosion d'immeubles, etc. Et on a également des exercices que l'on doit faire parce que la donne a un petit peu changé sur le plan international avec le risque lié à un événement se produisant lorsqu'il y a beaucoup de monde. Les rassemblements, malheureusement, on voit que ce sont des phénomènes que l'on doit prendre en compte. Alors justement, j'allais y venir, suite aux événements tragiques de nos pays voisins, je pense au Bataclan à Paris, je pense au 14 juillet à Nice, à Bruxelles et bien d'autres endroits. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que Monaco, tout simplement, est préparé à ça? Alors c'est toujours compliqué de dire qu'on est préparé et d'affirmer les choses comme ça. En tout cas, on se prépare et on prend en compte ce type de problématique, même si je crois qu'il est fondamental de rappeler que de telles menaces n'existent pas, ne sont pas identifiées sur la principauté. Néanmoins, la principauté n'est pas extérieure au monde. Donc elle vit dans le monde, elle existe dans le monde occidental et on doit prendre en compte également cet élément. Depuis malheureusement ces événements tragiques, on a adapté nos dispositifs de vigilance, nos dispositifs de prévention pour permettre de continuer à fonctionner, de continuer à organiser des manifestations, de modifier le moins possible notre mode d'existence, notre mode de vie, tout en prenant en compte ces éléments. Qu'est-ce qui est fait justement pour parer, même si c'est extrêmement complexe, à une attaque terroriste par exemple? Vous avez vu que pour des événements qu'on organise notamment sur l'espace public, on a mis en place des contrôles de sécurité renforcés sur un petit peu tous ces espaces, avec des espaces qui sont, comment dirais-je, délimités, avec un contrôle des personnes qui rentrent sur les espaces. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, on travaille aussi sur des plans d'intervention, de pouvoir réagir en cas, malheureusement, où de tels événements se produiraient. Et donc, on sera amené à faire également des exercices qui ne seront pas forcément que d'état-major, même s'il y en a qui sont faits en la matière, mais également d'exercices d'intervention des services, de manière à ce que, sur le terrain, on voie aussi comment ce que l'on a prévu, ce que l'on a imaginé pour répondre, pour intervenir, pour apporter le secours nécessaire aux personnes, se réalise correctement sur le terrain. Alors, dernière question. Où en est-on? Alors c'est pas le plan Vigipirate, ça c'est en France, j'ai oublié le nom ici à Monaco, c'est le plan Vigirenfort. Vigirenfort, merci. Où en est-on de ce plan Vigirenfort? Où est le niveau de ce plan? Alors c'est un plan qui a été élaboré il y a effectivement déjà presque une vingtaine d'années et qui a nécessité une adaptation parce que le monde évolue et les choses ne sont pas figées. Là on est à un niveau intermédiaire de ce plan. Pourquoi? Parce que, d'activation de ce plan. Pourquoi? Parce que, je le répète, il n'y a pas de menace qui pèse sur la principauté. Il y a une nécessaire vigilance de tout à chacun qui doit être rappelée, une nécessaire mise en place d'un certain nombre de mesures de contrôle, notamment lorsqu'on a des manifestations publiques et qui regroupent un nombre important de personnes au même endroit. C'est ce que l'on a fait par exemple pour la foire attraction, pour les festivités de la Saint-Sylvestre, c'est ce que nous avions fait l'an dernier pour le Grand Prix, c'est ce que nous faisons d'une manière générale pour toutes les manifestations avec un public important. Et donc ce plan en fait définit les différents niveaux de dispositifs de sécurité qu'il convient de mettre en œuvre pour, là encore, à titre préventif, puisque c'est l'action fondamentale des services, pour
éviter que le phénomène intervienne. Patrice Elariou, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On enregistre là justement cet entretien sur le parvis du ministère d'État. Vous voyez, il fait beau. Si vous le voulez bien, on se quitte avec la météo. Merci. Samedi, le temps devrait être agréable, du soleil et quelques nuages. Les températures sont en avance sur le calendrier et correspondent plus à un mois d'avril, compté de 12 à 18 degrés. Dimanche, un peu moins de soleil et un peu plus de nuages, mais sans grande détérioration, il fera de 12 à 16 degrés. Lundi et mardi, une journée entre nuages, soleil et pluie. Les températures varieront entre 12 et 16 degrés. Et enfin, mercredi et jeudi, le retour du beau temps. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. La suite de vos programmes sur Monaco Info, je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt, au revoir.